reset. Do you want me to give you some timing or nothing Est-ce very que strict, you can j'allume see. maintenant? Vaut mieux la lumière? I can tell you 10 minutes if you want. 10 minutes? Qui, moi? La luce? Qui? Il faut un halogène, il faut quelque chose. Ok. Ça marche. There's a yeah. Alors, merci beaucoup. Je m'appelle Jérémy Kuhn et ceci, c'est mon collègue Mirko Santoro. Je vais présenter en français et Mirko va présenter en langue des signes française en parallèle. Alors, pas d'interprète. Alors, nous sommes tous les deux partis de l'équipe de langue des signes à l'Institut Jean-Nicot. L'Institut Jean-Nicot est lui-même un laboratoire de l'École normale supérieure qui est situé dans le 5e arrondissement, à peu près du Panthéon, si vous le savez. Notre équipe a été établie en 2011 par Carlo Giaracci, qu'on vient d'écouter tout à l'heure. Depuis 2011, notre groupe a beaucoup grandi. Maintenant, on a 3 chercheurs, on a eu des postdocs, on a quelques étudiants, parmi lesquels, par exemple, il y a 2 qui ont soutenu leur thèse dans les dernières 2 années, Valentina et Mirko. Et encore plein de collaborateurs sourds. Vous peut-être reconnaissez quelques images là-dessus. La recherche de notre groupe se divise principalement dans 3 volets. Le premier, c'est le volet théorique. Le deuxième, c'est le volet phylogénétique, c'est-à-dire les relations entre les langues des signes et l'histoire des langues des signes. Et finalement, le côté expérimental. Dans cette présentation, on va regarder chacun à son tour et donner un exemple. Alors, on commence avec le côté théorique. Comment est-ce qu'on construit des signes et des phrases? En général, dans n'importe quelle langue, le français ou la langue des signes française, quand on rencontre une phrase qu'on n'a jamais vue auparavant, on sait néanmoins si elle est grammaticale ou non, et ensuite ce qu'elle signifie, quel est le sens de cette phrase. Cela nous dit que la langue, ce n'est pas seulement la mémorisation des phrases. Il faut avoir aussi des règles. On peut faire une métaphore avec la pâtisserie. On prend les mêmes ingrédients dans des combinaisons et ordres différents pour donner de nombreux résultats différents. Des tartes, des gâteaux, des croissants. Alors, c'est exactement pareil pour la langue. Donc, notre question, c'est, de côté théorique, c'est quelle est la recette pour des signes et des phrases? Ceci est une question qu'on peut poser à différents niveaux. Premièrement, c'est le niveau phonologique, c'est-à-dire l'étude de la forme des signes. Ensuite, on a la morphologie. La morphologie est l'étude de la structure des signes. Ensuite, on a la syntaxe, c'est-à-dire la structure des phrases et l'ordre des mots dans les phrases. Et enfin, la sémantique, qui étudie le sens des signes et le sens des phrases. Alors, dans notre équipe, on a chacun notre spécialité. Par exemple, moi, je travaille surtout sur la sémantique. Mirko travaille surtout sur la morphologie. Carlo, qu'on a vu tout à l'heure, travaille sur la phonologie et la syntaxe.
On n'a pas le temps pour tout présenter aujourd'hui, alors on va donner juste un exemple, une étude de cas de notre recherche récente. C'est sur la sémantique. Ceci, c'est un projet sur les verbes en LSF et comment les modifications des verbes changent le sens des verbes. On va voir une vidéo avec le verbe oublier qui se signe comme ça. Regarde la vidéo et regarde comment il est modifié. Souvent, personne oublie un mot. Voici un deuxième exemple avec le verbe arriver qui est signé comme ça. Encore, regardez la modification. Ami E, arrive. Alors, dans les deux cas, on a une sorte de répétition de la verbe. Le mouvement est répété. Ceci correspond à une répétition d'événements. Le sens, c'est qu'il y a une pluralité d'événements. Dans cela, il y a un côté iconique. Plusieurs répétitions du verbe correspondent à plusieurs répétitions de l'événement. Dans la littérature sémantique, cela s'appelle la pluriactionnalité. En vert, là. Il faut dire que dans ce sens-là, la LSF est différente que le français. Par exemple, en français, on ne peut pas redoubler un verbe dans cette manière comme en 3. C'est pas grammatical de dire « Jean oublie un mot ». Pourtant, quand on regarde des langues à travers des mots, le monde, les langues parlées dans le monde, il s'avère qu'une chose très similaire peut être faite. Un exemple, on les marque quelques-uns sur la carte avec des étoiles. Un exemple, c'est la langue Hausa qui est parlée dans l'Afrique de l'Ouest. Ici, il y a le verbe kir qui veut dire appeler. Si on le répète, kir, le sens est qu'on a appelé plusieurs fois. Donc, répétition de verbe et répétition d'événements. Mais en fait, quand on regarde plus précisément, ce verbe en Hausa est ambigu dans deux sens. Il peut être utilisé dans une situation où une personne a été appelée plusieurs fois, j'ai appelé encore et encore, ou bien il peut être utilisé dans une situation où j'ai appelé plusieurs personnes. Je l'ai représenté là, comme ça. Et on peut aussi le représenter d'une manière un peu schématique, comme j'ai montré ici, le temps et les individus. Alors, si on retourne à la LSF, est-ce qu'il y a aussi de l'ambiguïté? En fait, il s'avère qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Les deux sens sont distingués. Oubli avec répétition d'un main veut dire oublier plusieurs fois, et oublier avec deux mains veut dire que plusieurs personnes ont oublié quelque chose ou j'ai oublié plusieurs choses. Alors, dans les deux cas, il y a l'iconicité, mais parce que la répétition dans la langue des signes française est plus flexible que dans les langues parlées, il y a un plus de sens qui peut être distingué. Alors, on va passer maintenant à un autre côté de notre recherche, celui de la phylogénie, c'est-à-dire les relations entre les langues des signes et l'histoire des langues des signes. La question générale est la suivante. Comment les langues des signes du monde sont-elles reliées les unes aux autres? En fait, ce n'est pas clair comment aborder cette question. Comment est-ce qu'on répond à cette question? Une première stratégie, c'est de regarder la documentation historique. Par exemple, nous savons que la langue des signes américaine est descendue de la langue des signes française. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'il y a la documentation historique qui nous le dit. Mais un problème, c'est que pour d'autres langues, des langues des signes étrangères, il y a très peu de documentation, et même pour la langue des signes française avant une certaine date. Alors, dans notre groupe, on a utilisé une autre stratégie.
c'est la comparaison du vocabulaire. On regarde le lexique contemporain et on dit que si deux langues ont beaucoup de signes en commun, elles sont probablement liées. On va donner un exemple avec l'adverbe encore, qu'on va voir dans plusieurs langues des signes. On commence avec la LSF. Encore. Maintenant, langue des signes américaine. Encore. Ah, très similaire. Le mouvement est peu différent. Maintenant, langue des signes espagnole. Un mouvement un peu similaire, la forme du main est différente, mais quand même, c'est suffisamment proche qu'on peut dire qu'ils sont probablement liés, ces trois langues là-haut. Mais maintenant, regardons la langue des signes chinoise. Ceci n'a rien à voir avec les autres, donc ils ne sont probablement pas liés. Par contre, on va regarder la langue des signes japonaise. Et c'est exactement la même. Pas une surprise, ils sont juste à côté. Continuons avec des langues de l'Europe de l'Est. Encore, ce sont les mêmes. Et la langue des signes de Russie. Encore un peu différent, mais le mouvement est quand même à peu près la même chose. Donc, c'est une manière de dire qu'il semble qu'il y a trois familles de langues des signes ici. Alors, dans notre étude, on a fait exactement la même chose avec 100 signes de 24 langues des signes. Sur la gauche ici, on voit les résultats. Dans l'arbre qu'on voit, plus la langue est proche dans l'arbre, plus les langues sont similaires. Et on peut voir quelques familles qui se présentent. On va regarder quelques familles l'un après l'autre. D'abord, le premier branchement qu'on voit, c'est entre les langues des signes européens et les langues des signes asiatiques. Les langues des signes en bleu sont celles que j'ai montrées ici, chinoises, Hong Kong, japonais et taïwanais. Après, on a une famille qui comprend la langue des signes britannique et la langue des signes de Nouvelle-Zélande. Ils sont bien sûr très loin géographiquement, mais ils sont liés d'un point de vue historique par la colonisation des deux. On n'a pas encore fait la langue des signes australien, mais on imagine que c'est partie de la même famille. Le prochain, c'est les pays verts, qui sont tous de l'Europe de l'Est. Pas seulement sont-ils géographiquement proches, mais ils partagent aussi une histoire. Ils sont tous des pays qui étaient partis de l'ancienne Union soviétique. Et enfin, on a les pays orange, l'Allemand et l'Autriche, qui sont proches géographiquement et d'un point de vue historique. Alors, on a vu que c'est possible d'établir des familles de langues des signes. Mais on peut demander aussi comment est-ce que ces familles sont-elles différentes les uns des autres. Et en fait, avec notre méthodologie, on a une manière de répondre à cette question. Si on regarde par exemple le premier branchement entre les langues des signes asiatiques et les langues des signes européennes, on peut dire quels sont les traits typiques de les deux familles. On voit par exemple que les langues asiatiques ont plus de mouvements horizontaux et verticaux. Par exemple, on a vu un exemple avec le mot « encore » qui bouge de droite à gauche. Par contre, les langues des signes européens semblent d'avoir plus de signes qui utilisent l'arête radiale de la main, c'est-à-dire ce côté ici. Un exemple, c'est le signe pour identique ou pareil, ou ce côté touche des deux mains.
Et finalement, on a dans les langues des signes européens plus de changements d'orientation. Par exemple, la signe vendre est signé comme ça, avec un changement d'orientation. Alors, ce sont des traits phonologiques qui, selon l'analyse, semblent être typiques des deux familles de langues. Bien sûr, on n'a pas encore fini, on a plein de langues qu'on peut ajouter à cette typologie, et on peut continuer de faire exactement la même chose avec encore d'autres mots et d'autres paramètres phonologiques. Alors, passons maintenant à le côté expérimental et spécifiquement à un projet dans la neurolinguistique. Notre équipe à l'Institut Jean Nicot est incluse dans un département d'études cognitives plus large et plus général. On a également des équipes qui étudient, par exemple, le neurosciences, la psychologie, etc. Et donc, on a décidé récemment de commencer un nouveau projet sur la neurolinguistique en collaboration avec un de ces groupes. Ceci, c'est un projet vraiment en cours de développement, donc on n'a pas de résultats, mais on peut expliquer la méthodologie. La méthodologie qu'on utilise s'appelle le EEG. Ceci, c'est une manière d'enregistrer les signaux cérébraux d'une personne. Pratiquement, ce qu'on fait, c'est de mettre un petit bonnet sur une personne, comme vous voyez dans l'image sur la gauche. Chacun des disques ici, c'est un électrode qui enregistre un signal du cerveau. Et donc, sur la droite, on peut voir une graphique. Chacun des lignes là correspondent à la signal qui était enregistré dans une région du cerveau. Alors, bien sûr, nos cerveaux sont actifs toute la journée et répondent différemment des choses visuelles, des choses auditoires, etc. Donc, dans notre équipe, on a posé cette question. Est-ce que c'est possible de trouver des signaux du cerveau qui sont associés avec la compréhension des langues des signes? En fait, cette question a déjà été abordée par une équipe aux États-Unis, à Chicago. Ils ont regardé spécifiquement le mouvement, les paramètres du mouvement dans les langues des signes. Ce qu'on voit ici, dans le graphique, la ligne bleue correspond à le mouvement des mains. Plus la ligne est haute, plus les mains vont vite. Alors, par exemple, le pic au milieu correspond au signe jour, comme ça, qui va très vite. Donc, c'est un pic au milieu. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ce graphique qu'on voit là peut être associé avec des lignes qu'on a vues sur l'autre graphique, c'est-à-dire des signaux qui viennent du cerveau. C'est-à-dire le cerveau des sourds qui comprend les langues des signes suit un peu le rythme du mouvement des signes. Alors, bien sûr, les langues des signes ne sont pas seulement le mouvement. Il y a aussi d'autres paramètres, des paramètres phonologiques, syntaxiques, le mouvement du visage et du corps. Et donc, on a voulu aller plus profond et regarder d'autres paramètres. Ceci est le projet qui est en développement. Du côté des participants, les sujets, en fait, c'est très facile. Il vient dans le labo, il met ce petit bonnet avec tous les électrodes, et puis il regarde une vidéo en LSF. Après, c'est tout. Ils partent. Ensuite, de notre côté, nous annotons la vidéo avec l'information syntaxique, phonologique, sémantique. Et puis, on peut poser des questions. Quels signaux cérébraux sont associés aux informations phonologiques? Quels signaux cérébraux sont associés aux informations sémantiques, etc. Alors, on va finir juste avec deux petites autres études qui sont plus des applications de nos recherches.
Le premier, répondre à une question de Google Traduction. Si vous allez dans un autre pays, par exemple l'Angleterre ou l'Allemand, vous utilisez peut-être le Google Traduction. C'est pas pour tous, mais pour un bas, pour le minimum de communication, ça peut être très utile. Alors, on a demandé, est-ce que c'est possible d'avoir une Google Traduction pour les langues des signes? Ici, on a un petit problème, c'est que les langues des signes ne sont pas écrites. Alors, comment présenter la traduction? Alors, pour répondre à ça, on a décidé de créer un avatar qui signe. On va montrer une vidéo d'un avatar qui va signer en langue des signes italienne. C'est un avatar qui présente quelque chose dans un musée en Italie. Alors, c'est pour donner une idée. Ceci, c'est bien sûr juste une première étape pour un but beaucoup plus long terme. Oups. La deuxième question, c'est une question pour la communauté des sourds aveugles. Les sourds aveugles sont une communauté qui a beaucoup de problèmes avec la communication parce qu'il faut avoir une personne face à face avec soi pour communiquer en touchant les mains. Alors, on s'est demandé, est-ce que c'est possible d'avoir la communication à distance pour les sourds aveugles? Les sourds aveugles peuvent-ils Skyper? Et donc, ce qu'on a fait, c'était de créer une main robotique en collaboration avec un groupe en Italie qui peut signer. On va voir comment ça marche avec ce vidéo. Alors ici, vous voyez la personne qui signe sur la droite. En bas, il y a un petit caméra qui enregistre ce que fait la main. Et puis sur la gauche, c'est blanc sur blanc, donc ce n'est pas très visible, mais vous voyez cette main robotique sur la gauche. Vous allez voir qu'il copie ce que les signeurs font. De l'autre côté, on a le sourd aveugle qui essaie de voir quelle est la forme de la main. Et on va voir le résultat. Elle a réussi. C'est un 1. Encore, ceci, c'est une première étape dans une plus longue étude. La langue des signes, c'est plus que juste la forme d'une main, mais c'est une première étape. Alors, c'est tout pour nous. C'est un petit tour de nos recherches. Comme les autres équipes, si vous êtes intéressé, vous pouvez participer. On a notre adresse mail ici. Sinon, c'est encore mieux de venir parler avec nous directement. Alors, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup.